Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agira d'une rediffusion d'un live que j'avais fait pour le projet de fin d'année d'un groupe d'étudiants. Donc c'était pour le projet Live Up. Donc aujourd'hui ce sera une petite rediffusion sur mon parcours professionnel et personnel. J'espère que ça vous apportera pas mal de choses. Je préviens, le micro de Mathieu sature un petit peu. Je vous invite à jouer un petit peu avec le son. Malheureusement, le mien est de meilleure qualité. Donc j'espère que vous ne serez pas rebuté par cet incident. Voilà, n'hésitez pas à faire attention. Et il parle pas trop, il va juste poser quelques questions à certains petits moments. Donc j'espère que ce petit incident ne vous gênera pas. J'espère que vous passerez un bon moment et apprendrez plein de choses. Allez, salut la famille, on se retrouve tout de suite pour le live. Eh bien, salut à tous, je suis Maxime Accard. Donc on m'a présenté sous motion designer et directeur artistique. Je pense que c'est un petit peu difficile de me mettre dans une case puisque je fais pas mal de choses, mais pour me présenter rapidement, on va dire que je suis généraliste 3D et aussi fondateur avec Sylvain Favre de la Motion Designers Community, et je suis aujourd'hui avec Mathieu. Tu es live, ouais. Mathieu juste au-dessus de moi. Je vais couper parce que j'ai le retour son là. J'ai entendu. Ouais, couper le son, voilà, c'est bon. Et je suis avec Mathieu aujourd'hui qui va être là pour une petite interview. Donc on parlera de plusieurs points. Premièrement, on va faire une petite présentation un petit peu plus large. Ce sera la partie pas trop intéressante, je pense. On Après, présente ta vie. on parlera lifestyle puisque je suis freelance depuis 4 ans, 4 ou 5, je sais plus. Et ça marche pas mal, donc je pense que j'aurai quelques tips à donner en tout cas quand on veut faire du freelance. Et la particularité que j'ai, c'est que je me suis tout de suite lancé en freelance. En fait, je suis pas passé par une boîte, sauf en tant que stagiaire, mais après je me suis lancé directement et je n'ai pas non plus de diplôme. Et ensuite, on parlera un petit peu tout ce qui est matos, puis vie pro, et puis ensuite un petit peu de la communauté. Et en bonus, j'essaierai de vous montrer des trucs sur les softwares si vous avez des questions, ou vous montrer un petit peu le workflow que je peux utiliser, en tout cas un workflow d'indépendant. Voilà. Donc Mathieu, Je sais pas exactement quoi dire, hein, tu te présentes plutôt bien. J'ai l'impression que tu es plutôt à l'aise en live par rapport à moi. Mais en tout cas, t'as dit que t'avais pas de diplôme. Donc ça veut dire que la 3D, c'est un truc que tu as fait vraiment à côté. Et après, tu te dis que tu allais en faire une carrière pro. ouais, c'est pour ça que je vais faire une présentation assez longue, puisque le parcours est assez spécial. Et mis à part au Adobe Creative Cloud Meetup, il y a une rediffusion sur YouTube où on a vraiment parlé de notre histoire personnelle avec Sylvain. Alors j'essaie de retrouver l'image sur notre Instagram. Je me perds au niveau de la temporalité, mais en gros on avait fait voilà, c'était à ce moment-là, et on a fait une conférence pour Adobe où on a expliqué tout notre parcours. C'était assez fun, et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de pouvoir l'expliquer à la communauté, puisque cet événement d'Adobe était un événement plus ou moins privé, et c'est pas forcément rediffusé partout. Donc du coup, moi à la base, voilà, je prends Instagram parce que c'est très visuel. J'aime beaucoup ce réseau parce que ça parle directement. Donc au début, j'ai fait des études, donc j'ai fait un bac S, et j'ai arrêté les études parce que j'avais un dossier qui était trop mauvais pour être pris dans dans toutes les écoles. Et même les écoles à l'autre bout de la France ne voulaient pas de mon dossier. Voilà, donc je me suis retrouvé on va dire sans école après le bac, mais j'avais une énorme passion qui me suit depuis que j'ai 4 ans, puisque mes deux parents sont musiciens professionnels. Donc du coup, j'avais aussi beaucoup de pratique et un bon niveau derrière moi. Et rapidement, je me suis fait, on va dire, embaucher par un groupe professionnel. Voilà, ça a bien marché, on a bien tourné, donc des tournées européennes en tourbus, on a joué au Hellfest en 2015, donc beaucoup de festivals, des couvertures de magazines, des gens qui te dessinent sur leur mur au Népal parce qu'ils n'ont pas tu ne leur envoies pas de poster. On a même un mec qui s'est scarifié le nom du groupe sur le bras. Le groupe de fans, en fait. Voilà, j'ai eu des droits au dessin des fans. Et donc voilà, ça c'était ce que je voulais faire. C'était de la musique. Et comme j'étais à fond
dans la musique. J'en faisais aussi avec Sylvain à côté. Et le truc, c'est que on s'est très vite rendu compte que ça coûtait cher de produire son propre album et qu'il y a une réalité économique qui fait que la musique, c'est énormément d'investissement sur le court terme pour que ça te ramène peut-être de l'argent sur le long terme. Donc du coup, on a cherché, je vais essayer de pas trop dire du coup, on a cherché, on a cherché à être plus rentable. Donc on s'est acheté, Sylvain s'était acheté, je crois que j'étais le premier à m'être acheté une caméra. Et Sylvain s'est aussi acheté une caméra. Et du coup, on a commencé à faire nos propres clips donc, pour le groupe qu'on avait à côté. Et du coup, j'ai aussi commencé à faire les vidéos pour ce groupe-là. Donc au final, j'en ai fait 6. Et en fait, c'était juste Sur sur... les extraits de ces vidéos? Ouais, il y en a plein sur YouTube. Donc, Sur la Audio Community ou sur ton compte HS Prod? non, sur le nom de mon groupe. Donc ça s'appelle Deep in 8. Et il y a plusieurs vidéos. Ouais, Notamment celle du excellent. Hellfest en 2015. Voilà, celui-là je l'aime bien. Voilà, donc il y a plusieurs vidéoclips et on a continué de les faire. Donc après c'est totalement amateur en tout cas ce qu'on faisait, mais rapidement on est arrivé à un niveau d'édition et de création qui était commercialisable. Et donc comme la musique ne me ramenait toujours pas assez d'argent, j'ai été conseillé par le batteur du groupe, que je salue ici, donc Nicolas Bastos, qui est aujourd'hui batteur de d'Agoba et qui a joué dans plein de groupes. C'est un peu une emblème française de la batterie métal. Et il m'a conseillé en tout cas de donner des cours particuliers de musique. Donc je me suis mis aux cours particuliers de musique et j'ai commencé à vendre mes services en vidéo. Commencé à faire des clips. Donc on a fait d'autres clips, on a fait plein de clips dégueulasses pour, euh, pour des gens. Et ça, c'était en quelle année à peu près? Ça s'étale sur depuis, je crois que le tout premier clip amateur qu'on avait fait, ça devait être du 2011-2012. Donc T'avais quel âge? j'étais encore au lycée à ce moment-là. J'étais encore Ah, au d'accord. lycée à ce moment-là. Et du coup, après, ça s'est étalé jusque-là et on a commencé à monétiser ça assez tôt. Donc des fois, on faisait des clips, on les facturait 250 €, tu vois, mais je trouve que c'était moche et on a un peu tout le temps continué d'en faire jusqu'à se retrouver grâce à, je sais plus quel clip. J'avais un autre pote qui était un peu cassos à l'école. Enfin, quand je dis cassos, ça c'était voilà, il n'était pas adapté au système scolaire comme moi, disons ça. Et il s'était retrouvé à être assistant réal pour des clips avec La Fouine. Et du coup, on est passé de nos petits clips. Donc celui-là c'est un récent, hein. Celui-là c'est un récent que je vous montre. C'est pour montrer que ma motivation première c'était la musique et j'ai continué à le faire sur toute la période. Et on s'est retrouvé à bosser sur le clip La Fouine Cric Cric avec Sylvain. Il y a plein de trucs où on a été responsable de cette apparition Turbulence FD dégueulasse ou de plein de petits effets de post-production qui peuvent être de bon ou de mauvais goût. À l'époque, quand tu débutes, t'as forcément un niveau nul. Hein. On commence tous au même endroit. Mais le fait d'avoir bossé sur un clip à 2 millions de vues, puis pour la fouine, ça nous a tout de suite ouvert énormément de portes. Et on a pu commencer à vendre des clips qui allaient jusqu'à 2000 € de budget. Et donc nous, avec Sylvain, on était... c'était Ok, vraiment mais c'est pas content. cassé. Et quand je pense que ces clips-là, je les regardais, je me voyais toujours qui les faisait, qui peut avoir des idées pareilles. À la base, il y a un gars qui se vend au début, là, le Glenn Smith, mais en réalité, il y a toute une équipe autour et c'est même pas lui qui fait le montage. Enfin, le gars est réalisateur comme sur un film, quoi. Il est Ok. là à la réalisation, mais voilà, il y a toujours toute une équipe autour de ces trucs-là. Et du coup, bah, ce clip-là nous a emmené, mais complètement random, hein, complètement random, à bosser sur une émission. Alors, est-ce que les sites sont encore en ligne? Je sais plus, mais bref, on s'est retrouvé à bosser sur une émission de danse qui avait été achetée par D17 et D8. Mais truc random, hein, tu vois, tu veux pas devenir pro et, et ça commence à marcher. En fait, le truc a complètement T'avais capoté. déjà créé la chaise production à ce moment-là?
Ouais, on avait, je sais, ouais, on avait déjà, mais en fait, MHS Productions, c'est une association de Sylvain et moi, et on est tous les deux freelance. Ok, C'est pas encore une boîte de prod. C'est ça, dans les tips perso ou pro, j'y reviendrai. ok. Et ça, ben, ça m'a fait rencontrer beaucoup de monde, et ça m'a fait rencontrer les premières vraies arnaques, on va dire, du monde dégueulasse qu'il peut y avoir de la télé. En gros, c'est une émission qui avait été vendue, qui avait une date de diffusion, etc., etc. Et il s'est passé plein de trucs qu'on fait que le truc a été déprogrammé, que tous les gens n'ont pas été payés et qu'il y a eu une énorme faillite en fait. Donc moi, heureusement, j'ai pas dû rembourser tout ça, mais on s'est quand même investi sur plusieurs milliers d'euros qui n'ont jamais été payés. Donc c'était la première grosse désillusion où tu montes très haut, où tu crois que tu montes très haut, voilà, tu te retrouves à bosser pour la télé, puis voilà, t'es cool, t'es content, tu dis à toute ta famille que ton truc va être diffusé, et derrière, en fait, la finalité, c'est que t'es juste pas payé et que le truc n'est pas diffusé. Donc, à moitié, tu passerais pour un charlatan, et en plus, tu t'es investi corps et âme pour te rendre compte que derrière, c'est des mecs que tu pourras jamais poursuivre, quoi, tu pourras jamais te faire payer. Donc voilà, donc petit à petit, on le voit un petit peu sur le fil de mon Instagram, donc j'ai continué la musique, puis la 3D, parce que bah, en faisant de la vidéo, on s'est mis à faire de la 3D. Et la 3D, c'est venu de la création des lyrics vidéo, puisqu'on voulait faire clips et lyrics vidéo, donc des vidéos toujours pour la musique. Et on Ok. s'est mis à en faire de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et avec Sylvain, du coup, on a créé la chaîne YouTube. À l'époque, ça s'appelait MHS Tuts. Ouais, Et le truc, c'est qu'en fait, c'était une chaîne qui était juste là pour faire. C'était un peu la chaîne secondaire de notre groupe de l'époque. Et sur cette chaîne, on mettait les making-of de ce qu'on faisait. Donc, par exemple, de l'introduction du clip qu'on avait fait avec Sylvain. Et on s'est rendu compte que très rapidement, je crois, au bout de 3-4 vidéos, il y avait déjà quasiment plus d'engouement là-dessus que sur notre propre musique. Mais ça a tout de suite bien marché. Sur quelques vidéos, il y avait des vidéos qui ont dépassé les. Il y avait un tuto montagne à la con, C'est totalement. vrai que moi j'ai démarré pas mal de trucs, de tricks dans After en regardant justement ces tutos-là. Je savais pas que c'était toi. Ouais. Et du coup, ça a mieux marché que la musique, en tout cas en termes de visibilité. Et du coup, on avait créé un groupe, je sais plus si ça s'appelait déjà Motion Designers Community ou pas à l'époque, mais qui était tout simplement fait pour répondre aux gens. Parce que plus tu as une partie de personnes qui te suivent, plus tu vas avoir des questions, on va dire, auxquelles il faut répondre. Et plus tu vas avoir une communauté. Et puis YouTube, c'est pas une communauté, c'est faux. Tu vas pas devenir ami ou nouer des relations avec quelqu'un qui te laisse des commentaires YouTube. Et puis c'est. Enfin bref. Et du coup, on avait créé un groupe Facebook où je crois qu'on n'était qu'une trentaine au début. Et c'était vraiment nos abonnés hardcore qui aimaient bien les trucs nazes qu'on faisait à l'époque. Et nous, du coup, on s'était dit, bah en plus, c'est un moyen d'avoir un peu plus de visibilité, de notifier les gens qu'on aime bien en direct dans le groupe. Et bah, ça marchait bien, on a continué de faire des vidéos, donc toujours en parallèle de mon activité musicale. Et ça s'est mis à faire un énorme boom pour plusieurs raisons, pour plein de raisons. Je pense que déjà il y avait un creux au niveau des communautés en France. Numéro 2, je pense qu'il y avait un ton qui était un peu nouveau en France aussi. Alors aux États-Unis ça se fait beaucoup, mais en France j'étais jamais tombé sur un tuto un peu amical comme Sylvain peut le faire, ou je peux le faire, ou tous les gens qui nous ont rejoints après peuvent le faire. Il y a ce côté un peu je partage mon écran, il n'y a pas d'édit, je te montre un truc, si je me trompe je vais pas éditer la vidéo, je vais te montrer en direct. Donc il y avait ce côté aussi un peu, je pense on a. Mais déjà à cette époque, vous repartagiez aussi d'autres personnes qui vous envoyaient des tutos, non? Il y a Ouais, pas. ouais, ouais. Ok. Ouais, on a commencé à le faire au bout d'un an, ça. On a commencé à le faire au bout d'un an, justement avec les gens qui nous suivaient depuis le début, notamment Mike, Juan et tout ça. Et puis plus tard, il y a des gens comme Yvan qui sont arrivés pour nous aider sur les lives et tout ça. Mais vraiment, au tout début, c'était Sylvain et moi sur nos connaissances, et c'était pas du tout un plan de com en fait. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que la MD Community, elle est devenue ce qu'elle est un peu naturellement. À aucun moment on s'est dit on va créer ça parce que ça nous apportera ça ou ça. C'était pas du tout stratégique. Et Ok. c'est là où je pense que
on a réussi à construire une vraie communauté, c'est qu'il n'y avait pas d'intention derrière ni de stratégie. Et aujourd'hui, on le voit, même des communautés comme Grayscale et Gorilla, j'appelle pas ça des communautés parce qu'en fait, c'est tout simplement un moyen d'atteindre plus d'utilisateurs pour que eux vendent plus de produits. Et c'est là Ouais, où il y a l'échec de toutes ces communautés, c'est qu'ils ont déjà une grosse base d'utilisateurs de leurs produits. Et eux, la manière dont ils pensent une communauté, c'est pas communauté, c'est client. Et nous, on a réussi à construire cette ouais. communauté parce qu'à la base, on n'était même pas pro. Donc on s'est dit, on va créer un groupe Facebook pour qu'il y ait les potes, les gens qui suivent les vidéos et qu'on puisse tout simplement échanger, partager, progresser. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus professionnel, avec des événements physiques où ça ramène du monde, où tout le monde est content. C'est la continuité de ce projet de base. Mais T'en as bientôt déjà, hein? qu'est-ce qu'il y a? T'en as organisé un bientôt à Londres, c'est ça? Ouais, voilà, bon, c'est pas encore annoncé, mais en tout cas, c'est dans nos prévisions. Je pense qu'au niveau de ce qu'on a envie de faire, maintenant, c'est des biannuels. Donc, comme on en avait déjà fait là, on avait fait deux français. Et je pense que pour les prochains, on en fera toujours un en France, parce que c'est là où on a le cœur, un gros cœur de la communauté, et puis beaucoup de potes. Et c'est important, je trouve, de faire quelque chose en français en France, mine de rien, hein. Ouais. Et après, bah, comme la communauté aujourd'hui, elle est devenue beaucoup plus grosse à l'international qu'en France, ben, on a eu, c'est la loi de l'offre et de la demande, on a eu énormément de messages qui nous ont dit est-ce que vous pouvez faire un événement en anglais et pas en France. Et Ok. du coup, c'est carrément les membres de la communauté qui m'ont suggéré de le faire à Londres et qui seraient prêts à venir, mais qu'ils étaient tous dégoûtés que ça, ce soit des événements en France, etc., etc. Donc Pourtant, bon, t'as dupliqué la communauté en anglais et elle marche limite aussi bien sur le forum anglais que sur la page anglaise que sur la page française. ouais, ouais, ouais. C'est en fait, je pense que le truc, c'est qu'une communauté anglaise, c'est forcément une communauté internationale. Nous, on a la mentalité française qui peut être un peu différente au niveau de l'éducation, de ce qu'on fait. Et la communauté anglaise, c'est pas une communauté anglaise. Les gens parlent anglais, mais tu vas avoir des gens qui vont être du Japon, tu vas avoir des gens qui vont être des Philippines, tu vas avoir des gens qui vont être d'Espagne. Et du coup, c'est normal que ça ait grossi puisque ça ramène beaucoup plus de monde et puis c'est un peu la langue internationale. Et le truc, c'est que ouais, si tu compares sur le Discord anglais, le niveau global, il est largement plus élevé que le niveau français. Et je pense que ça Ouais. vient aussi de cette espèce de réserve où c'est comme quand tu regardes sur le groupe Octane Render sur Facebook, tu peux te rendre compte qu'il y a Ashtorp dedans par exemple. Et du coup, toi-même, quand tu es débutant et que tu poses une question, tu sais que tu vas être vu par ces personnes. Donc t'as pas forcément envie de poser cette question que tu poserais dans un cadre restreint. Et du coup, la communauté française, elle est peut-être un peu plus, je dirais pas conviviale, mais un peu plus timide et de proximité. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des gens qui se permettent de poser des questions qui n'oseraient pas poser sur les groupes anglais, par exemple, de fait que la question soit visible par plein de monde. Et les deux marchent bien aujourd'hui, je trouve. Et ça a été bien de faire cette séparation. Parce que toute grosse communauté, au bout d'un moment, tend forcément à s'organiser en tant que micro-communauté. La preuve, on a même eu des Africains qui nous avaient demandé de faire un truc MDC Africa. Donc c'est qu'au bout d'un moment, la communauté, c'est quelque chose qui te rassemble. Mais quand il y a trop de gens dans une communauté, bah forcément tu vas chercher à t'organiser en micro-communauté. Donc c'est-à-dire que la communauté, elle t'apporterait ce qui t'intéresse, mais tu vas pas forcément trouver les gens qui t'intéressent, donc tu vas te rassembler avec eux. Et c'est vrai que avoir un groupe avant où il y avait français, anglais mélangés, c'était pas très cohérent. Et pareil pour la chaîne pour la chaîne YouTube. On a mis les petits drapeaux, etc., etc. Donc voilà pour la partie présentation. C'était un petit. Présentation qui a un peu dérivé sur la communauté. Est-ce que du coup, si on résume, ça a jamais été, t'as jamais fait un plan de carrière. Non. Ça a toujours été, t'as tracé ta vie et t'as pris les événements comme ils venaient et finalement ça a bien fonctionné pour toi. Et puis j'imagine que t'as beaucoup travaillé. Genre, je pense que pour atteindre le niveau que t'as en 3D aujourd'hui, ça a dû te demander pas mal de temps et de travail. Ouais, bah là Ça fait, on va pouvoir attaquer la partie lifestyle. Niveau lifestyle, bah avant j'avais ça fait un an que j'ai plus d'activité musicale, donc je me suis bien posé, mais avant le truc c'était un rythme où on était
j'étais avec mon groupe au moins 1 à 2 fois par semaine minimum. Et des fois, ça, quand on partait en tournée, par exemple, une des dernières tournées qu'on a faites, bah, t'es 14 jours en tournée et quasiment tous les soirs, t'as un concert. Et du coup, les revenus économiques sont pas si énormes. Et je voulais vraiment, en tout cas, vivre. Et du coup, pendant les tournées, je prenais même mon PC et je suivais des tutos où je faisais des créations. Donc c'est vrai qu'avant, j'avais un lifestyle de travail, travail, travail. Et je l'ai toujours. Ce que j'ai mis de côté, c'est les jeux vidéo. Donc je fais malheureusement plus de jeux vidéo. Les séries télé. Donc maintenant en week-end, parce que je réapprends un petit peu, on va dire, à me détendre. À relâcher la pression et à te détendre, ouais. Voilà, je me suis remis un petit peu aux séries et aux jeux vidéo, mais c'est uniquement sur des temps dédiés, quoi. Ça va être du jeu vidéo avec mon frère ou du coup une série le soir quand je suis avec ma chérie, mais sinon le reste du temps, quand je suis tout seul, je jouerai pas tout seul à un jeu vidéo ou je regarderai pas un épisode d'une série tout seul en fait. Et ça, c'est des choses que j'ai mis de côté et qui au final te libèrent beaucoup de temps. Du temps, j'en avais besoin pour mon instrument, pour le business. Et du coup, bah en fait, tout mon temps, je faisais musique. Quand j'étais fatigué de la musique, je faisais design, 3D, motion. Et puis quand j'étais fatigué que ça, je revenais à la musique. Donc j'étais un petit peu dédié à mon travail. Mais ce travail, j'estimais que c'était un peu une chance. Une chance. Certes, j'ai beaucoup travaillé, mais je l'ai pas vu ce travail parce que la musique, j'en faisais depuis que j'avais 4 ans. C'était une passion. Et dès que je rentrais de l'école, je faisais des jeux vidéo et de la musique. Donc pour moi, la musique, c'était déjà un moyen de se détendre. Mais en fait, je travaillais. Je prenais du niveau, j'apprenais des choses. J'étais studieux parce que mes parents m'ont appris à apprendre la musique. Donc je faisais pas n'importe quoi. Je respectais quand même les codes, la théorie, je pratiquais de la bonne manière. Mais naturellement, j'ai travaillé. Et du coup, quand je me suis mis à la vidéo et au design, c'était la même chose. C'était pas avec une obligation ou un coup de fouet derrière moi pour me dire tu vas devenir pro, tu vas faire des thunes. À la base, c'était juste pour servir nos intérêts dans la musique. Donc quand je faisais un clip, ben j'étais détendu, j'étais content parce que j'avais pas à me dire ouais tu dois le vendre à un client, je le faisais pour moi et je savais que ça allait me faire économiser des sous, donc j'étais vraiment heureux. Et donc aujourd'hui niveau lifestyle, je suis freelance. Donc je suis freelance. Qu'est-ce que ça implique? Freelance, ça implique qu'on travaille à la maison. Aujourd'hui, il y a tous les outils nécessaires pour pouvoir travailler en remote, T'as comme on jamais dit. pris de bureau? Non, et ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse pas parce que je vis chez moi dans une petite maison en banlieue et en fait j'ai besoin en fait de beaucoup de concentration et pour moi la concentration ça passe par le chacun est différent hein, chacun a son truc tu vois il y en a ils ont besoin d'être en bureau il y en a ils ont besoin d'avoir un patron. Moi en tout cas le truc c'est que vraiment le niveau de productivité le plus élevé que j'ai c'est tout seul et sans musique en fait et, euh, et c'est Ok. comme ça que je suis le plus dédié à ma tâche. Il y a des études là-dessus, hein, si ça vous intéresse, mais pareil, il y a des conseils de. Je fais toujours le rapport avec la musique, mais c'est un peu la même chose, c'est deux disciplines artistiques et commerciales. Et t'as un des meilleurs guitaristes, il avait donné des conseils, il dit non, mais quand vous révisez, en fait, mettez-vous dans votre bulle et concentrez-vous uniquement sur le truc que vous voulez faire. Ça va être chiant, mais vous aurez un résultat plus vite. Et moi, j'ai un peu l'impression de ce truc-là, tu vois. Si s'il y a du monde autour de moi, s'il y a une distraction, s'il y a un bruit, s'il y a quelqu'un qui vient me poser une question, si j'ai une notification ou un truc, ben ça me déconcentre. Donc vraiment, quand je bosse sur des gros projets clients, je me rends pas trop joignable. J'essaye toujours de l'être un petit peu, mais je vais vraiment me dédier à ce truc. Et en fait, le fait de pas être en bureau, j'aime ça aussi parce que bah, les jours où je suis fatigué, je vais me lever un peu plus tard. Les jours où je suis motivé, des fois, ça m'arrive de bosser à 2 3 heures du matin parce que je suis passionné. Bon, maintenant moins parce que j'essaie de me rééquilibrer un petit peu, mais il y a 6 mois, ça m'arrivait encore assez Et, souvent. et tout ça, je suis désolé, j'ai une micro qui sature. Tout ça, tu l'organises dans un planning, pardon? Et c'est là encore une fois où c'est assez marrant, c'est que j'ai mes objectifs, on va dire, en tête. Et mes Ok. objectifs, on a les mêmes avec Sylvain, et c'est pour ça, je pense qu'on allait loin. C'est juste faire avancer la machine. Et je me suis jamais fait de planning, ou je me suis jamais fait de
je me suis jamais organisé réellement parce que on va dire, c'est mon état d'esprit. C'est-à-dire, je me lève, faut que je fasse avancer. Faut que je fasse avancer quelque chose. Donc du coup, si j'ai reçu des mails clients, je vais leur répondre. Ou je vais me dire, tu vas leur répondre à tel moment ou tel moment. Je vais m'occuper des réseaux parce que je sais qu'il y en a besoin. Je vais bosser sur le projet client parce que je sais qu'il y en a besoin. Je vais organiser un truc pour la communauté parce que je sais qu'il y en a besoin. Mais je me fixe pas forcément d'objectifs. Alors chacun est différent. Et ça, c'est une mentalité qui m'a fait plaisir de retrouver avec notre ami Andrew Kramer, qu'on a pu rencontrer du coup à Video Copilot. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est pareil en fait, il est pareil que nous à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il est dédié à son travail. Et quand on lui a demandé quand est-ce que Element 3D V3 allait sortir, il nous a répondu no deadlines. Et ce qui est bien en fait, ce que j'ai compris avec ce gars-là, et sa société marche, hein, et puis à côté il a bossé sur des films comme Star Wars, Star Trek et tout ça, donc c'est la preuve que c'est cool, mais en fait il est juste dédié à faire un truc bien. Et, et c'est une autre mentalité où avant tu avais beaucoup de concurrence, un planning, des plans marketing. Lui il se concentre sur faire un truc bien et avoir de la visibilité. Donc deux trucs hyper importants. Et donc il sait forcément, comme il a la visibilité, que quand il va sortir son truc, à n'importe quel moment où ça sort, bah ça va cartonner, parce qu'il s'est concentré sur son image, sa visibilité et tout ça. Donc ça le rend un peu moins esclave des plans de com. Il est son propre plan de com, donc il sort son produit quand il veut. Et no deadlines. Et ça c'est hyper important, no deadlines, parce qu'il nous a montré Element 3D V3, et personnellement j'ai l'impression qu'il est fini. Mais en fait le gars se concentre sur release le meilleur produit possible. Et du coup, Ouais. c'est une autre mentalité. Et forcément, bah, tu sais que ça va marcher parce que le gars, il s'est donné à fond, quitte à ne pas le Il est, sortir tout de il, suite. c'est quelqu'un qui travaille énormément. Quand on l'écoute, on a l'impression que sa vie, c'est son travail, et pourtant, il n'arrête pas de répéter qu'il met sa famille et ses activités en priorité. Il est vraiment impressionnant. Exact. Et c'est quelqu'un de très cool. On l'a rencontré, il nous a accueillis dans son studio avec une bière et on a mangé des tacos au milieu de son studio fond vert. Et du coup, on a pu s'imprégner de cette mentalité et ça nous a fait plaisir parce que c'est exactement la même mentalité qu'on a. Par exemple, son sound designer, Euh, il, va, euh, il va faire de l'expérimentation toute la journée, par exemple, hein. Et une fois qu'il a un truc, bah, il va le mettre de côté pour un pack. Puis après, il va revenir et il va bosser pour un trailer. Ok. Et du coup, c'est la même mentalité qu'on a. C'est-à-dire, ils ont pas de vraie organisation. Ils en ont quand même, tu vois, ça s'appelle de l'organisation. Mais ils sont juste dédiés à leur tâche. Donc le sound designer, il va être productif et créatif. Et je pense que c'est ça qui fait que tu avances et que tu vas loin, en tout cas pour certaines personnes, évidemment, il faut que ce soit dans ton état d'esprit, il faut que tu sois capable de tous ces sacrifices et il faut que ça te fasse plaisir. Moi, c'est quelque chose qui est naturel. Si c'est pas naturel, ça sert à rien de se forcer, je pense. Je pense que ça sert à rien d'aller à l'encontre de comment on est. Et du coup, c'est marrant de voir que Video Copilot fonctionne aussi un peu de cette manière, que les gars sont dédiés à leur tâche et t'as des mecs qui sont là pour faire péter des trucs sur les fonds verts, t'en as d'autres qui sont là pour faire le sound design, les trucs, t'en as qui font des projets et puis non, c'est vraiment cool et la preuve c'est que c'est un modèle qui marche. Et alors d'où vient ce modèle? Ça aussi c'est un modèle qui me vient de la musique, parce qu'en fait dans la musique et dans l'art en général, ça aussi c'est un conseil que je peux vous donner à tous, c'est que dans la musique ou dans l'art en général, ton prix, ça c'est le pire truc de la vie, mais c'est ton prix dépend de ta popularité en fait. C'est-à-dire que D'accord. t'as deux trucs. Faut être bon. Ça, faut être bon, c'est la base. Tu prends un mec, tu prends un mec comme, j'allais dire Justin Bieber, mais tu vois, Justin Bieber, il est bon, tu vois, il sait chanter, et puis s'il sait pas chanter, il a les bons producteurs. Enfin, son produit est bon. Donc de toute façon, aujourd'hui, c'est une espèce de standard d'avoir un bon produit, et un bon produit, ça peut être un produit original. Donc tu peux être mauvais rappeur, mais si tu arrives à en faire un truc, ça deviendra un bon produit. Donc ça, c'est la base. Donc faut pas que tu sois mauvais. Mais derrière ça, le prix auquel tu vas te vendre, et les gens qui vont te faire bosser, c'est tout simplement ta cote de popularité. Et ça, on l'avait vu en musique. Et que tu fasses un truc technique, pas technique, que tu joues bien, que tu joues pas bien, le prix euh, que vont déverser les organisations
ou pour que tu joues, ou les festivals, ça dépend juste de ta popularité. C'est tout. Ok. C'est Finalement, quand tu démarres, c'est assez important d'acquérir des compétences, mais aussi de partager ce que tu fais pour acquérir un minimum de followers. totalement, totalement, et parce que c'est con, mais c'est le truc le plus dégueulasse de notre métier, mais on reste des artistes slash commerçants. Donc là, à quoi ça sert? Bah, il y en a plein qui diraient à grand chose, mais c'est pas vital. Donc au final, ça sert un peu à rien, tu vois. T'as 100 000 mecs qui vont faire de la musique, je veux dire, ils n'existent pas. Ça va pas changer nos vies. Et le design 3D, c'est pareil. Et puis c'est mélangé entre tous ceux qui font ça pour la passion ou qui font ça professionnellement. Donc ça reste un truc artistique. Donc déjà, c'est déjà un peu plus ambigu de monétiser l'art. C'est déjà un peu plus ambigu de le faire, mais faut le faire. Et numéro 2, ouais, tu as la côte. Et la côte, c'est ce qui va te ramener les plus gros clients. C'est ce qui va faire que tu vas pouvoir développer ta propre exigence. Parce qu'au bout d'un moment, c'est plus toi qui vas les chercher, mais c'est les autres qui viennent te chercher. Et en dernier, c'est ton prix. C'est tout simplement ton prix parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. T'es beaucoup pris, on te demande, ton prix augmente. Et ça, c'est important. Il t'a fallu du temps pour comprendre tout ça? Non, Ça fait combien de temps que t'es en free et il t'a fallu combien de temps pour arriver à ça, justement, à comprendre que c'était lié à ta popularité, à ton prix? en fait, c'était direct parce que je faisais déjà de la musique. Et la musique, ben, j'en ai fait tout de suite. J'en ai fait tout de suite, tout de suite. Et mes parents aussi, donc ils ont pu me donner les conseils. Et mes deux parents étaient solistes d'orchestre, donc c'est quand même des places assez hautes. Ils ont enregistré des musiques de films. Mon père, il a enregistré dans Les Malheurs de Sophie, par exemple. Donc tu vois, ils avaient une grosse connaissance du business. Et, euh, et mon père me l'a dit, il me dit, ouais, un des plus grands flûtistes que je connais, c'est 2 heures de flûte, 3 heures de téléphone. Et en fait, c'est ça, en fait, on est des artistes slash commerçants. Si t'es juste artiste, bah tu seras assez bon pour te faire exploiter par un commercial. Et si t'es juste commercial, bah tu seras jamais indépendant parce qu'il faudra que t'ailles exploiter d'autres artistes. Donc, en tout cas, quand tu vas être freelance, j'estime qu'il faut être aussi bon commercial et maître de son image que designer. Sinon, si t'as pas cet équilibre, je pense que t'es juste mort dans le marché. Et du coup, c'est aussi hyper important quand on est dans des boîtes. Et on avait eu la discussion avec pas mal de monde. Et en fait, il y a beaucoup d'employés qui sont en CDI, qui sont 100 fois meilleurs que moi, mais ils n'existent pas vraiment sur la toile. Mais c'est pas grave, ils sont payés, ils font des super beaux travaux et tout. Et pourquoi c'est important d'avoir sa propre visibilité, même quand on bosse dans une boîte? Numéro 1, peut-être qu'au bout de 10 ans, vous aurez envie de quitter votre boîte. Avoir déjà travaillé sa visibilité en tant que prenez Simon Olmedal de Man vs Machine, bah, il a fait 8 ans à Man vs Machine. Quand il a pu se casser, bah, il était connu, il était reconnu, il a pu tout de suite partir ailleurs. Donc si un jour vous avez envie de changer de métier, il faut avoir sa propre visibilité. Donc même quand on a un CDI, il faut avoir sa propre visibilité sur son... Et numéro 2, augmentation de salaire. Ça te rend désirable, on va dire, auprès de ton patron. Et je prends l'exemple d'un pote qui a été, il s'est beaucoup mis en avant sur les réseaux sociaux. Il est en CDI et du coup d'autres boîtes sont venues pour le débaucher avec un salaire plus élevé. Du coup, sa patronne est venue le voir et lui dit bon, je m'aligne sur les autres salaires et tu restes avec moi. Et au final, il a eu une augmentation de salaire. Il n'a pas changé de boîte. Mais cette augmentation de salaire, il aurait jamais pu l'avoir s'il n'y avait pas d'autres boîtes qui avaient eu connaissance de son travail et qui auraient voulu le débaucher. Donc même toi, pour ta propre carrière, c'est important de montrer ce que tu fais, parce qu'un jour, ça permet de dire à ton patron, regarde ma valeur. Et c'est pas dans l'intérêt d'un patron, il va t'augmenter parce que politiquement ça se fait, que humainement, socialement, il faut de temps en temps récompenser un peu ses employés. Mais je veux dire, il va pas te s'aligner sur le tarif d'une autre boîte en se disant ah peut-être qu'un jour ils vont le débaucher. Non, faut attendre que cette débauche pour que ton patron accepte cette augmentation. Donc ça c'est 2 points hyper importants pour l'évolution de carrière. Et numéro 2, ça permet aussi de valoriser. Je veux dire quand t'as quelqu'un de connu et de reconnu dans ta boîte,
t'es content de bosser avec lui, tu représentes la Ouais. boîte, ton patron sera content que tu représentes, t'as une énergie forte qui se dégage. Et ça prend pas beaucoup de temps, quoi. C'est juste poster sur les réseaux sociaux, prendre le temps de faire des interviews, contacter, je sais pas, des magazines, des festivals, s'inscrire donner des cours dans des écoles et tous ces trucs-là qui fait que après ton image augmente et que tu vas t'en sortir. Et ça, pour moi, c'est des conseils qui vont autant au freelance qu'à l'employé de boîte. Et puis de toute façon, l'employé peut devenir freelance et puis le freelance peut devenir employé. Voilà, c'était une grosse digression, mais tout ça pour vous dire, mettez-vous en avant parce que bah, c'est ce qui vous permettra de doubler vos prix et de bosser sur des projets qui vous plaisent. Et en fait, c'est juste parce que vous êtes mis en avant. Donc nous, avec Sylvain, on a eu la chance de se mettre assez tôt sur Instagram Donc, et assez vite. Il n'y avait pas énormément de monde. Et on a eu, pareil, encore des coups du destin. L'équipe de Microsoft qui nous a repérés sur Instagram. Donc on est devenu ambassadeur Microsoft. Et là, ça fait une explosion dans la carrière qui est monstrueuse parce que Microsoft est en partenariat avec Adobe, donc du coup on a été en partenariat avec Adobe. Maxon et Microsoft n'étaient pas en partenariat, donc du coup on les a mis en relation. Du coup Maxon nous a bien apprécié, Microsoft aussi, et du coup ça va très très vite en fait à partir du moment où tu as ton premier sponsoring. Les sponsoring, c'est aussi quelque chose que j'ai appris grâce à la musique. En musique, tu as besoin des sponsors pour survivre. En musique, les instruments coûtent trop cher, l'entretien coûte trop cher. Donc ça fait partie de la culture d'aller démarcher des marques pour avoir des réductions, d'aller démarcher des marques pour avoir une basse gratos, voilà, des merdes comme ça. Voilà, même avec le nom du groupe qui était gravé sur les micros, une couleur unique et tout, parce que ben, la marque après elle est contente. Quoi. Genre si tu fais un concert avec celle-là, on avait fait la tournée Arc Enemy, ça fait de la visibilité pour ton instrument, donc ça fait de la visibilité pour la marque, mais ça fait partie de la culture. En design et en 3D, j'ai pas trop l'impression, et pourtant c'est quelque chose qu'on devrait connaître. J'ai envie de dire, à partir du moment où vous avez de la visibilité, il faut aller contacter les marques de tablettes, les cartes graphiques, tous ces trucs-là, parce qu'en fait, ils sponsorisent. Ils sponsorisent tout simplement. Nous, on a eu 3 ordinateurs gratos de Microsoft. Et le truc, c'est qu'après, ils ont plein d'autres partenariats. C'est qu'ils sont aussi en contact avec Nvidia, c'est qu'ils sont aussi en contact. Et du coup, ça offre beaucoup d'opportunités pour la carrière parce qu'ils peuvent vous appeler sur des événements en tant qu'ambassadeur. Vous avez des réductions sur le matos. Et puis, ça fait toujours bien de dire qu'on est sponsorisé par. Ça fait aussi partie de son image. Et ça, c'est un conseil que j'ai envie de donner à tout le monde. C'est à partir du moment où vous avez un travail qui est assez intéressant, ben, cherchez à vous faire sponsoriser, allez contacter, même par les éditeurs de logiciels. Hein. Nous, on paye pas nos licences Cinema 4D, on est sponsorisé par Cinema 4D. Donc j'ai eu cette économie aussi à faire dans la vie. Adobe aussi. Maxon, Adobe, Microsoft. Après, on est aussi sponsorisé par d'autres trucs, mais c'est pas. Ils filent de l'argent. C'est toi qui as fait cette demande d'avoir les logiciels sponsors ou c'est eux qui te l'ont offert naturellement? En fait, j'avais eu une discussion avec le gars de Maxon, parce que forcément, on avait de la visibilité. Et du coup, on a parlé business, et en tout cas, comme on représentait bien la communauté, on a décidé de travailler ensemble. Donc du coup, Cinéma 4D ont décidé de nous filer des licences gratuites pour qu'on les représente. Euh, voilà. Mais à la base, pour Maxon, le coup de fil venait d'eux, par exemple. Mais pour Microsoft, ça venait de leur part, parce qu'on était déjà assez visible. Et aujourd'hui, c'est une démarche qui est logique pour moi. J'ai toujours des demandes, et je fais toujours des demandes. Et encore une fois, toujours dans le respect de mon éthique, on va dire, et de l'éthique de la communauté. Par exemple, vous prenez la page de Motion Designers Community, bah, c'est une page où il n'y a pas de placement de produit, il n'y a pas de placement de sponsor, et il n'y en aura pas. Les seuls placements, on va dire, placements de sponsors qu'il y a, c'est des posts pour annoncer, genre, Adobe soutient la Motion Designers Community pour son événement. Mais on vous vendra pas des saucisses ou un MacBook Pro
sur Motion Designers Community, parce que ça, c'est un truc que je veux défendre éthiquement, tout simplement. Que la visibilité, c'est important, mais faut pas en faire n'importe quoi. Et je pense que le fait de ne pas en faire n'importe quoi, ça te rend même encore plus fort. Ça te rend même encore plus fort parce que les gens finissent par savoir que tu fais pas ce genre de truc là. Donc du coup, tu as la confiance des gens, et la confiance des gens, c'est un truc qui ne s'achète pas. Ouais. Ben, je vois souvent que sur Motion Designer, tu partages sur Instagram que tu as des marques qui te contactent pour faire des creative contests, par exemple. Ouais, là récemment, il y avait un micro-scandale avec la FIFA, mais aussi la Société Générale, il y a aussi la société qui édite les cartes Pokémon, enfin toutes ces idées, excusez-moi le mot, mais à la con de community manager. Et franchement, je serais community manager, mais j'aurais les mêmes idées. Je me demande même si je ferais pas pire. Donc faut pas cracher sur ces gens-là, mais ça veut pas dire non plus qu'il faut aller dans leur sens. C'est-à-dire qu'ils ont des gens qui sont dédiés, c'est leur métier d'avoir des stratégies nul et pas éthique pour augmenter la visibilité, et ça passe par tous ces creative contests. Ouais, ton film sera diffusé à la FIFA, etc., etc. Donc ils ont forcément les arguments. Faut travailler gratos, mais t'inquiète. Et, euh, et du coup, ils ont contacté la Motion Designers Community pour que j'organise. Donc, déjà, ils me demandent d'organiser bénévolement. Donc déjà, ils ne soutiennent pas la communauté. Ils me demandent, moi, de prendre du temps pour organiser un concours. Donc un concours, ça veut dire que tout le monde n'est pas forcément sélectionné pour leur propre image, pour diffuser un film lors de la finale. Génial, mais ma question c'était est-ce qu'il va y avoir le logo de la communauté au moins dedans? Même pas, tu vois. Donc c'était juste une idée à la con de community manager, et il en faut. Comme je dis, je pense que j'aurais 1000 idées si j'étais à la place du mec et qu'on me dit faut que tu fasses la promotion de la finale de la coupe. Je me dis attends, la finale de la coupe ça pèse tellement que je peux aller démarcher n'importe qui et le faire bosser gratos pour moi. Donc les gars, c'est pas sur eux. Vraiment, on peut pas vraiment leur en vouloir, mais c'est quand même une démarche un peu dégueulasse, mais elle existera de plus en plus. Ce que j'ai trouvé naze, c'est que derrière, tu as une boîte qui s'est réappropriée ce contest et qui a accepté de le faire, et du coup qui demande à des gens de bosser gratuitement pour eux. Donc du coup, c'est la boîte qui fait le concours. Donc ça va servir l'image de la boîte, et c'est le Et, même principe. Donc c'est des gens qui vont bosser gratuitement pour cette boîte, faire ce concours gratuitement, pour que la boîte puisse plus tard se vanter, hey, on a fait un truc pour la FIFA. Donc c'est un niveau encore plus dégueulasse. Et la preuve que ce community manager, bah, c'était une femme, bah, elle a réussi. ouais. Elle a réussi. Mais c'est un truc auquel moi je ne plierais pas, en tout cas avec la communauté. Euh, je vais pas prendre déjà de mon temps, c'est mon temps, je vais penser égoïstement. Je vais pas prendre mon temps pour organiser un concours qui va pas me ramener d'argent et ou dont je vais pas tirer de plaisir. Au moins faire des posts quotidiennement, partager des artistes, ça me fait plaisir, tu vois. Mais si on me demande d'organiser un truc qui va ni servir ma cause, euh, enfin voilà, c'était juste pour dire que assez souvent on était assaillis. Et je pense qu'il y a même de se faire beaucoup d'argent avec des pages comme ça qui commencent à dépasser les 100 000 abonnés. Si tu commences à faire ton placement de produits, tes trucs qui peuvent te ramener 300-400 euros par poste, ouais, au bout d'un moment tu peux même en faire un métier. Mais est-ce que ce serait intéressant que je sois connu comme le mec qui vide sa page Instagram? Non, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit mon travail qui soit reconnu et que la communauté, ce soit une vraie communauté. Donc c'est pour ça aussi qu'on a dissocié notre activité pro et la communauté. Que la communauté, pour le moment, c'est une activité associative et que notre travail, c'est une activité professionnelle. Qu'on essaie de bien faire cette dissociation. Et même si la communauté me ramène un jour de l'argent, ce sera jamais rattaché à MHS Prod ou un truc. Il y a toujours une petite séparation. Ce qui est bien avec la communauté, je trouve, c'est que vous offrez vraiment énormément de visibilité à n'importe quel designer, débutant ou non. Et ça permet, je pense, à beaucoup de gens déjà de démarrer. Je pense qu'il y a pas mal d'étoiles, nouvelles étoiles d'Instagram qui ont démarré grâce à tes repartages. Ouais, et puis il y a aussi la communauté, c'est Instagram, on va dire, c'est la galerie, hein, si on était dans un monde virtuel, c'est la galerie. Mais attends, là je suis dessus, on a un groupe Facebook à 3450 personnes en français, on a le groupe anglais où il y a 14 000 membres, où il y a des artistes quand même assez cool, tu vois. Moi je vois passer des trucs sympas tous les jours.
Et je veux dire, tu veux te faire un contact, c'est hyper facile. Tu vas sur le nom du gars, tac, envoyer un message. C'est la force de la communauté. Et t'as aussi des Discord. Et puis Discord, c'est pareil. T'as un mec dont le travail te plaît, clic droit, envoyer un message, demander en ami. Et du coup, c'est des vraies personnes derrière qui peuvent t'aider sur tes boulots pro. Et j'ai notamment bossé sur plusieurs fois avec des membres de la communauté. Là, par exemple, on a un film là qui va bientôt sortir qu'on a réalisé avec Maxime Tibergien. Donc là, c'est quelques frames d'un film en mode steampunk. Et c'est un gars que j'ai rencontré grâce à la communauté. On avait aussi fait l'opening pour la fête de la science. Il y avait Fred et Jamie. Mais ouais, je me sens obligé de le mentionner. C'était ouais, c'était ce truc-là. Donc là, il va me balancer du son trop fort. Mais ça, puis il y avait les transports publics de Genève aussi. Ça a été fait avec Jérémy Spagnuolo, pareil, membre rencontré via la communauté. D'ailleurs, il a dissimulé un MDC, là, le cube de la communauté, juste là. Pareil, Yvan, j'ai bossé pour lui aussi pour les trailers Dream State. Donc vous pouvez aller voir sur Behance, hein, il y a les projets. Donc j'avais fait à l'époque, il m'avait engagé pour la séquence en kaléidoscope sur After Effects. Donc c'était, je sais plus où c'est, mais pareil, rencontré grâce à la communauté. Et donc vous voyez que rien que la communauté, ça m'a apporté du boulot. Et puis des fois j'ai des messages de mecs qui viennent me remercier parce que ça leur a apporté du boulot ou un stage, ou même de boîtes qui me disent ça m'a apporté du boulot ou un stage, ou des stagiaires. Et c'est cool parce que ouais, c'est une vraie communauté. Je trouve, quand on me dit que c'est qu'une page Instagram, oui, ça aide plein de gens à se faire connaître, oui, mais derrière c'est un lieu où tu peux vraiment avoir un contact avec les gens par internet, mais aussi en vrai avec tous ces événements qu'on fait, les Motion Designers Community Meetup, où là, pour des prix plus qu'accessibles, voilà, c'était quoi? C'était 30 € la place. Tu peux avoir des conférences, tu peux rencontrer Duduf, le créateur de Duik, en vrai. Tu peux rencontrer des gens de chez Adobe, de Smode, les gens de chez Cinema 4D. Donc c'est même un lieu où tu peux aller faire ta démarche et demander peut-être des sponsors à Cinema 4D en direct. Ok. Voilà, en tout cas, la communauté, c'est ça que j'aime bien avec, c'est le fait que ce soit une vraie communauté et pas juste une page Instagram, quand on compare avec les autres pages Instagram de partage qui, elles, sont que des pages Instagram de partage, ou alors, pareil, je les aime bien, hein, mais par exemple, Motion Lovers, c'est une communauté commerciale qui a été créée dans le but de faire la promotion du plugin AE Juice. Et en fait, là, tout le côté commercial de cette communauté, enfin tout le côté visibilité de cette communauté, que j'aime bien, hein, je connais le fondateur, mais elle est fondée pour donner de la visibilité à leurs produits et faire de l'argent sur ce produit. Ok. Donc c'est ce qui fait une différence entre la MDC et les autres communautés. Comment ça se fait que t'aies dupliqué la communauté sur Discord? C'était pour qu'il y ait encore plus d'interaction, du coup? Non, une communauté française, une communauté anglaise. Parce que les Français se cassaient quand il y avait des messages anglais et les Anglais se cassaient quand il y avait des messages français. C'est même pas agréable. Mets-toi à la place d'une communauté qui est franco-chinoise. Tu vas pas apprécier tous les moments où il y a des échanges que tu vas pas pouvoir comprendre. Et je veux dire, même si tous les Français parlent anglais, tous les Anglais ne parlent pas français. Donc c'était difficile de dire aux Anglais, hey, rejoignez notre Discord. Par contre, vous verrez passer des messages en français. Ok. Donc du coup, c'est juste une dissociation. Et ça se trouve, le truc va continuer de grossir. Mais ça, c'est une loi générale. Toutes les grosses communautés finissent par être des micro-organisations. Tant que les gens s'y retrouvent et ont une bonne expérience, tous ces trucs-là, en fait, ça n'a pas été des choix personnels. Hein. Je suis pas un grand dictateur. C'est des choix qui ont été demandés. Quand l'événement à Londres, c'est parce que j'ai entendu énormément de fois, faut que tu fasses un événement qui soit pas en français. La séparation du groupe Facebook et la séparation du groupe anglais, c'est venu justement de tous les gars d'Instagram
Parce que Instagram, il y avait beaucoup d'anglais, et les mecs qui m'envoyaient des messages, qui me disent ouais, ce serait bien que tu crées un Discord. Et je disais ouais, mais il y en a déjà un. Ouais, mais il est en français. Donc c'est à force de recevoir des messages comme ça, je me suis dit bah c'est qu'il y a une réelle demande. Et du coup, je me suis dit que bah on allait séparer ces trucs-là et Ok. ça marche plutôt, ça marche en tout cas. Ok, mais j'ai l'impression qu'on a fait pas mal de tours. Tu as peut-être quelques mots à dire sur ton matos. On avait dit qu'on avait peut-être une petite partie là-dessus. Voilà, on va parler un petit peu matos. Le matos, c'est assez intéressant d'y être éduqué, je pense. C'est comme en musique. Pour l'histoire, j'ai eu ma première basse qui était une basse d'apprentissage, donc c'était un instrument assez dégueulasse vers 200 euros. Puis après, j'ai vraiment voulu un instrument plus cher qui me représente plus. Et après, j'avais pris un instrument trop cher. Et lors d'un enregistrement d'album, j'avais pu l'utiliser que sur une musique. Donc du coup, ça avait un peu atteint mon ego de me dire que ouais, tu t'es acheté un truc en gros qui est pas pour toi, t'es même pas capable de l'exploiter. Donc du coup, pour mes ordinateurs, j'ai un peu toujours fait pareil. C'est-à-dire que mon tout premier PC, il avait une config assez naze. Il n'y avait qu'une seule GTX, c'était les séries 70, 16 Go de RAM et, euh, et un i7, mais assez entrée de gamme. Et c'était déjà un ordinateur où j'avais dû bosser un mois dans les services techniques, donc à couper des feuilles pour me le payer. Et du coup, j'ai vraiment appris à exploiter le maximum du maximum de potentiel sur ce PC, tout simplement parce que je pouvais pas avoir une puissance monstrueuse. Et puis quand j'ai commencé, il n'y avait pas tous les octanes, tous ces trucs-là, où c'était la fin de la V1, et c'était naze, c'était nul. Le GPU n'avait pas encore pris de marché, donc tous les premiers films qu'on avait fait, c'était du moteur physical. Donc après, il y a pas mal de trucs qu'on a supprimé de l'Instagram, hein, au fur et à mesure. Ouais, j'imagine. On a épuré. Ouais, là, c'était déjà du octane. Ouais, bah, ça remonte dans le passé. Mais du coup, très rapidement, j'ai appris à exploiter les techniques de malin, qui étaient bosser sur un projet, mais pas faire les rendus. Donc, j'avais bossé pour une boîte et j'avais dealé qu'on allait faire que la modélisation. Donc déjà, avec un PC pas trop puissant et pas trop cher, je pouvais déjà me faire de l'argent. Et après, il y avait un autre projet qu'on avait vendu avec Maxime, justement, à Bouygues Bâtiment. Et c'était un film qui avait été fait uniquement en Sketch and Toon. Et Sketch and Toon, c'est un module de cinéma 4D qui permet de rendre des lignes. Et ça peut prendre que quelques secondes par image. Donc à chaque fois, je cherchais des moyens assez marrants, disons, de... Voilà, il y avait des plans comme ça. Donc j'ai plus le film sous la main. De toute façon, c'est pas forcément un truc que j'ai envie de montrer, mais c'était un film corporate à la con. Puis après, on avait fait du motion, t'avais des bâtiments qui étaient en orange, t'avais des flèches qui venaient, t'avais les infos sur les chantiers. Enfin bref, c'était un film corpo de merde. Mais pour tous les rendus 3D, on avait réussi à vendre ce truc. C'est de la 3D, mais en mode dessin d'architecture. Et donc j'ai eu assez rapidement, je pense, ce côté malin, on va dire, de bien apprendre à utiliser le maximum des ressources que t'as, tout simplement parce que je pouvais pas avoir plus de ressources. Et du coup, quand j'ai upgradé sur des plus grosses configs, donc là aujourd'hui, là j'ai trois écrans là et j'ai un PC juste à côté. Donc oui, pour moi j'ai deux tours avec deux écrans, Avec ça. 4080 Ti. Mais ça c'est venu au fur et à mesure et en fonction des besoins clients. Mais je veux dire aujourd'hui ce matos je sais encore l'exploiter. C'est-à-dire que même je suis sûr qu'avec mes 4080 Ti, j'arrive à optimiser comme certains. Bah d'ailleurs certaines boîtes, c'est même pas, j'en suis certain, j'ai visité certaines boîtes. Je vais pas donner les noms, mais quand j'ai vu comment ils optimisaient leur projet Octane ou les settings de rendu, bah en 3 clics, je pouvais leur faire diminuer par 4 ou 3 le temps de rendu sans vraiment gros changement de qualité. Ok. Et du coup, ça a été assez important. Donc tout ce, tout ce brainstorm pour dire qu'en fait le matos c'est pas vraiment important. Tu peux juste faire du motion naze qui te prendra du temps. Mais t'as qu'à t'associer avec un mec qui aura un PC un meilleur PC et qui aura des compétences que tu n'as pas. Et puis tu feras ton projet, puis au fur et à mesure, faut évoluer sur le matos. Donc aujourd'hui, moi je suis 100% rendu GPU.
Donc GPU, c'est avec les cartes graphiques, parce que c'est le meilleur moyen de bosser en tant qu'indépendant sur la 3D. Tous les rendus, tu les fais depuis chez toi, tu ne sers jamais d'une table de rendu ou ces choses-là? Pour les énormes projets clients, on s'est servi de fermes de rendu, hein, ça nous est arrivé plusieurs fois. Et des fois, il y a des trucs, il y avait un film pour Bouygues, il y avait 40 plans à rendre et chaque plan faisait 125 frames. Ok. Donc ça, c'est même pas, même à 4 grosses machines dans ta boîte, c'est même pas, tu es obligé de faire appel à, à une render farm. Donc en fait, ça dépend juste du projet client. Et puis quand tu bosses pour des méga gros clients, et puis des fois tu vas être dans la vraie impasse où le client va te dire non mais j'ai le budget, donc me parle pas que t'as pas la puissance. Il te dit je te paye les rendus, je te paye la render farm, je rajoute 1500 € de plus sur ton devis, mais fais-moi les rendus. Ok. Ça nous est déjà arrivé cette situation. Donc là effectivement il faut savoir se servir d'une render farm, il faut être capable, mais le coup de ne pas vouloir se plier au dernier moment à un client et dire ah non désolé on n'a pas assez de puissance, c'est un échec personnel parce que ton client s'il est prêt à te rajouter de l'argent sur ton devis, voire même tu te prends une marge pour la prise en charge et la gestion de ses rendus en plus, bah faut être capable de le faire. Sinon il va juste pas avoir envie de te rappeler parce qu'il va se souvenir que c'est la personne qui n'a pas réussi à aller au bout du au bout du projet. Ça va être un process chaotique. Du coup, sinon, je pense pas que c'est ce qu'ils recherchent. C'est Tu vas ça. nous montrer quelques petits tricks sur ce McAdemy? Peut-être, ou au moins montrer un petit peu comment je travaille. Et puis récemment, bah, ça se passe bien, et puis le chemin qu'on continue de faire, ça marche. On a pu bosser pour Warner, et là, les prochains clients qu'on a, c'est McLaren. Enfin, on a déjà bossé pour eux, d'ailleurs. On attend qu'un film sorte avec un. On a fait un cœur mécanique pour eux, animé en 3D et tout. Et donc, on a été visiter leurs locaux à Londres, qui sont juste monstrueux. Voilà, et c'était la petite parenthèse d'espoir pour dire que quand tu es indépendant, ben, tu peux arriver à choper des plans que tu penserais qui sont réservés à des. Je sais même pas si c'est français, qui sont réservés à des grosses entreprises. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé le freelance, je pensais que pour bosser pour McLaren, par exemple, bah, tu serais que engagé dans une boîte, donc une grosse boîte de motion qui va bosser pour McLaren. J'aurais jamais pensé qu'un jour on contacterait Sylvain et moi pour dire, hey, on a besoin de vous. Et donc ça, c'est le Mais petit. finalement, ils te contactent et toi, tu vas avoir un rôle de boîte de production parce que tu vas devoir recruter d'autres freelances si le projet est un peu gros pour venir t'aider. Ouais, alors là, dans le cas, on l'a fait à deux, le projet. Ok. Uniquement à deux, parce que on connaît notre. J'ai vraiment envie de le montrer, le bordel, en plus. Mais en gros, on avait un cœur mécanique à designer et à animer. Et on savait qu'on pouvait le faire à deux, de A à Z, de la gestion client, storyboarding, moodboard, jusqu'à la livraison, l'animation. On savait qu'on pouvait le gérer à deux, donc on l'a géré à deux. Mais effectivement, Ok. s'il y avait eu des personnes à engager, j'aurais eu le rôle de boîte de production. Ok. Mais on reste quand même des indés, pour le moment en tout cas, mais on songe de plus en plus à être une boîte justement pour pouvoir bosser sur des plus gros projets. Mais c'est la petite parenthèse pour dire sérieusement bosser votre image et communiquer, parce qu'un jour, ben, ce sera directement à vous que s'adresseront les marques et on peut être de plus en plus exigeant. Par exemple, pareil pour les 4 Zidane TV qu'on avait fait pour Warner, j'avais une grosse liberté de création. Alors certes, au bout d'un moment, t'es cassé dans ta liberté de création, le client va dire non, ça faut que tu le changes, finalement on n'aime pas ci, on n'aime pas ça. Mais t'as quand même cette confiance que tu n'auras jamais si t'es pas. Bah si tout simplement ton client ne connaît pas ton travail. Ok. Voilà, donc Cool. là je vais faire un peu de. Tu Comment peux, je fais. tu peux mettre le cliché dans le dossier normalement que tu as renseigné au départ. Ouais, bah après ce sera du. Je vais plus faire de la démo et montrer deux, trois tools assez marrants. Donc je bosse Ok. sur 3 écrans. Pareil, je conseille à tout le monde d'avoir un minimum 2 écrans parce que c'est cool. Ça permet d'ouvrir par exemple son live viewer et de le mettre sur un autre écran.
Et quand on bosse sur des gros projets d'anime, bah, on va toujours avoir besoin de sa feuille d'exposition ou de ses courbes. Et du coup, c'est relou de l'ouvrir, de la fermer, de regarder son animation. Et si on bosse avec un moteur de rendu externe comme Octane, il faut 3 écrans par exemple. Et vraiment sur des gros projets, j'en ai absolument ressenti le besoin. Donc du coup, je mets ma fenêtre à gauche en plein écran et mon moteur de rendu, je le mets sur la droite. Et ouais, tous ceux qui bossent sur un écran, je trouve ça. Encore sur After Effects ou sur Premiere, tu peux te débrouiller et tout faire sous un écran. Quand tu fais de la 3D, c'est un peu mort. Donc moi, j'utilise Octane. Je vais vous le mettre. Je crois que là, ça va le faire. Voilà, on va pouvoir voir un peu les rendus. Donc c'est un moteur de rendu GPU. J'utilise aussi Redshift parce que Redshift, il est mieux pour la production tout simplement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps, il y a pas de temps d'envoi de géométrie, donc du coup il est directement plus rapide. Plein de choses. C'est naturel pour toi d'avoir fait le switch vers Redshift, parce que justement, je sais qu'il y a pas mal de discussions à l'agence où je travaille d'utiliser Redshift ou non. Bah en fait il y a deux trucs, c'est qu'Octane c'est cheat in, cheat out. On a fait pas mal de projets dessus, notamment les Yamag Masterclass Trailer que je vous invite à aller voir. Et c'est méga beau, c'est propre et c'est hyper simple d'avoir un beau rendu. Octane, c'est trop beau trop facilement. Genre, je prends une sphère, je viens lui mettre un matériel spéculaire, voilà pour tous ceux qui ne connaîtraient pas. Je viens charger un ciel HDR, je clique, je prends le HDRI Link, voilà pour avoir la bibliothèque de ciel, et automatiquement ça s'update et tous mes matériaux vont être super beaux. La réfraction elle est nickel, elle est physiquement correcte et en quelques secondes j'ai un rendu qui est monstrueux. Puis si je veux de la roughness, du subsurface scattering, j'ai mes résultats en un rien de temps. Et tu vois, c'est vraiment pour bosser de manière créative, c'est hyper facile et hyper rapide. Et j'ai ma copine qui se met du coup à Cinema 4D et du coup c'est Octane, je veux dire, c'est même naturel. C'est en quelques clics, t'as compris comment ça fonctionne, c'est beau, t'as pas à te prendre la tête. Redshift c'est plus prise de tête, mais par contre Octane, dès que tu bosses sur une grosse scène, c'est mort parce que t'as le temps d'envoi de géométrie. T'as énormément de bugs d'intégration avec d'autres plugins, par exemple avec Xparticle, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'imaginer faire du Xparticle avec Octane. Et avec Redshift, j'avais déjà fait un rendu là. Attends, là je suis sur le perso. J'avais déjà fait un rendu. Attends. MHS Prod avec 2 millions de particules. Et hier j'ai testé avec 15 millions de particules. Et en fait, enfin je dis hier, c'était l'autre jour. Et ça rend. Et ça en fait le truc c'est que c'est instantané. C'est-à-dire que cette image, quand tu la mets dans Redshift, il commence à calculer l'image. Donc tu perds pas de temps. Octane, en fait, la manière dont il fonctionne, c'est qu'il va envoyer les infos de ta scène dans son moteur de rendu, et il va lancer des petits rayons partout, et après, il te sort une image. Et plus tu as de géométrie, plus ça va prendre du temps. Et donc sur certaines frames, ça peut littéralement prendre 1 à 3 minutes. Et donc si tu as besoin d'attendre 3 minutes avant de lancer ton calcul, et puis même, t'as beaucoup de limitations. Et Redshift, en gros, pour moi, ça a l'air d'être une bête assez solide. Pareil, Octane, c'est classique. Tous les jours, je sais qu'il va planter 1 à 3 fois. Sur des grosses scènes, Redshift, c'est un monstre, quoi. Des fois, je lui ai balancé des trucs, mais je me suis dit, le pauvre, quoi. Justement, lors de cette scène des 15 millions de particules, j'ai aussi décidé d'ajouter du motion blur sur ces particules. J'ai aussi décidé d'ajouter de la profondeur de champ. Et d'ajouter des variations de couleurs, enfin plein de trucs avec un node un peu expérimental, donc un truc dégueulasse. Et, dans Redshift. ouais, dans Redshift, et là, ben, il te rend tes frames en fait. Il te rend ton truc. Okay. Il fait son rôle de moteur de rendu. Octane,
faut être le support technique de ton propre truc. Et il y a des moments, il y a des moments où tu ne peux pas. Il y a des moments où tu vas arriver et tu vas te retrouver dans une impasse. Il y aura un truc que tu pourras pas corriger, sauf en faisant des solutions chiantes. Bah, par exemple, on avait trop de mémoire sur ces scènes-là, par exemple sur Octane. Et donc, du coup, on a dû faire des rendus séparés du fond et du devant. Et les recomposer après. Et ça, Redshift, mais t'aurais jamais eu besoin de faire ça. Donc, du coup, tu tombes dans une phase d'optimisation qui est pas très productive. Parce que du coup, sur ton image, tu vois pas à quoi ça va rendre. Parce que là, si on affichait le fond, par exemple, ça nous mettait out of memory. Donc, du coup, tu travailles avec un devant et un derrière et tu vas devoir penser que plus tard tu devras le composer. Mais tu vois pas dans ton live viewer à quoi ça ressemble. Donc du coup, tu es déjà sur du bricolage et sur du compositing. Alors que Redshift, on aurait vu, on aurait vu toute la scène. Et Redshift, pareil, il a toutes ces qualités qu'on retrouve sur un moteur de rendu. Il est biased, donc c'est-à-dire qu'il est biaisé. Et donc il n'est pas physiquement correct, et Octane il est physiquement correct, et il bosse voilà, avec tous ces petits lancers de rayons, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de paramétrer l'occlusion ambiante ou l'illumination globale, ce qui fait que tu mets quelque chose dessus, c'est direct beau, et ça réagit avec la lumière, quoi. C'est nickel, et tu vois, en 2.2, j'ai déjà des trucs sympas, et puis c'est hyper rapide, c'est hyper simple, t'as que ça comme paramètre de rendu. Quand tu arrives sur Redshift, c'est déjà beaucoup plus balèze quand tu arrives sur les trucs GI, et puis après tu sais que t'as des trucs à paramétrer, et puis sur tes matériaux Redshift, bah après t'as ton nombre de samples, on va dire, à contrôler aussi, tu vois. T'as pas mal de trucs, tu peux contrôler voilà, le nombre de samples sur ton SSS. Du coup, ça te fait penser à beaucoup de trucs, tu te dis ouais, il y a beaucoup de trucs à régler. Donc c'est vrai que tu te prends la tête dessus, mais à la fin, tu auras plus de contrôle. C'est la différence avec Octane. Octane, c'est bien, c'est beau direct, mais c'est limité dans certains cas. Redshift, c'est pas limité, mais ça demande du coup une gymnastique antérieure. Et Octane, une gymnastique postérieure. Du coup, tu fais des rendus séparés ou des trucs comme ça. Mon préféré, ça reste quand même Octane, tout simplement parce qu'il est plus beau, plus rapidement, et tu te prends pas la tête, et tu peux pas comparer un moteur de rendu biaisé et unbiased. Les deux, Octane sera toujours plus beau, sera toujours plus physiquement correct. C'est sûr qu'il y a des mecs qui auront des compétences au Redshift qui te feront des trucs plus beaux versus Octane, mais dans l'absolu, les algorithmes sont des algorithmes physiques, donc ça sera forcément... Un exemple de scène un peu plus complexe sans la partager à montrer, pour voir un peu le temps de rendu que ça peut te prendre avec Octane. Ouais. Il y a quoi qui était marrant là? Là, on fait une collab avec un Italien qui s'appelle Catello Graniello, je sais plus. Et puis là, bah voilà, tu vois, j'ai même pas eu besoin d'attendre. T'as vu la vitesse de rendu, elle est juste monstrueuse. Et puis ma depth of field, je la choisis juste avec ce petit curseur. Je vais la désactiver. Mais là, c'est limite, c'est presque du temps réel. Et tu vois, j'ai un niveau de détail au niveau de mes textures qui est quand même assez cool. Bon, je suis sur 4 cartes graphiques. Ouais, ça va être pas mal, je pense. Mais je veux dire, on arrive à un point où si tu as le matos, c'est tu reviens pas sur le moteur classique. Après, il y avait quoi d'autre? J'avais fait des tests aussi. Est-ce que ça va marcher avec des trucs de feu? Et puis ouais, bah de toute façon, avec des moteurs de rendu comme Octane, tu peux rendre des volumétriques. Et ça, tu peux pas le faire avec Cinema 4D. Du moins pas encore, ça arrive pour les prochaines versions, je suppose. Mais donc tout ce qui est feu, explosion, fumée, volume, tout ça, tu peux absolument pas le faire avec Cinema 4D de base. Donc aussi, d'où l'intérêt d'utiliser des moteurs de rendu externes
Octane, Redshift et tout ça, parce que tout ce genre de trucs, bah, ce serait juste pas faisable. Ce serait juste pas faisable avec ces 4D. C'est des vrais volumes. Hein. Après, tu peux faire des flammes, par exemple, avec Turbulence FD. Mais ici, c'est des vrais Tu VDB. te sers, En fait. tu te sers de Dini, toi, pour faire ces volumes, par exemple, pour les importer dans tes... Non, alors pas mal de gens se servent d'Houdini. Moi, ce que je fais, d'ailleurs, je l'ai montré sur la chaîne récemment, mais c'est que j'utilise Xparticle. En fait, tu as le système de particules de Dynamics ici qui s'appelle Explosia. En fait, c'est un truc qu'ils ont racheté. Donc, ça te permet de faire des simulations de feu. Donc, truc tout con, hein, tu vois, je prends une sphère. Sur cette sphère, je lui mets un tag Xparticle. Attends, à chaque fois, je suis obligé de bouger la fenêtre Skype. Explosia source. Donc là, voilà, on voit que ça génère un truc. Donc je fais mes 2-3 petites optimisations. Hop, hop, hop. Et en fait, dans le système de cache d'Xparticle, donc c'est dans Other Objects, XP Cache, tant que j'aille le trouver, tu peux exporter en OpenVDB en fait. Okay. Donc du coup, tu peux directement faire du VDB et du feu avec Xparticle. Grâce justement à ce nouveau système. Et du coup, c'est là où j'avais sauvegardé l'onde de choc. Shockwave, Explosia, voilà. Et donc ça, c'est un preset voilà, d'explosion qui est directement faite au sein de Cinema 4D. Voilà. Donc pas besoin d'Houdini ou de trucs comme ça. Donc on peut... Je commence à me mettre à Houdini, tu vois, mais je suis noob plus. Et ce que j'aime bien avec Cinema 4D, c'est que la plupart du temps, bah, tu bosses avec des clients, les clients veulent un résultat rapidement, donc j'ai besoin d'avoir cette espèce d'efficacité. Et on avait déjà eu la discussion plusieurs fois avec justement des gens qui switchaient pas sous Houdini, et puis à chaque fois on en revient au bah ouais, j'ai pas switché parce que bah, on bosse dans le design, dans la pub et ce genre de trucs, et le but c'est de sortir le plus rapidement un film, tu vois, quand tu bosses t'es obligé de tricher le plus pour avoir le plus beau résultat le plus rapidement. T'es pas sur des délais où t'es au cinéma où on va te demander de faire le plus beau truc quand tu bosses dans de la pub. Des fois, moi ça m'est arrivé que t'aies des clients qui te contactent et qui au bout de 3 jours te demandent une image ou une vidéo ou un truc. Bah McLaren par exemple, on avait une deadline, c'était une semaine 10 jours. Et pareil pour les Identity TV de Warner, j'ai dû faire 4 Identity TV en 10 jours. Et dans ces cas-là, tu peux pas négocier des délais plus longs en expliquant tout le process que ça te demande? Tu devrais, mais la réalité c'est que c'est à toi de t'adapter à ton client. Okay. Puis si ton client n'est pas assez... Moi de toute façon, aujourd'hui je suis devenu con et select. C'est-à-dire que si le client n'a pas connaissance des process et que c'est pas un client assez intéressant, je vais pas me tuer à l'expliquer, je vais juste lui dire non. J'ai pas cette mentalité de boîte à l'ancienne ou de boîte de requin, tu sais. Enfin, je dis requin, c'est pas négatif, hein, mais qui absorbe tout pour après sortir le truc. Et du coup, il y a un vrai travail d'éducation du client, trucs comme ça. Moi, en tout cas, si le boulot me plaît pas, je dis non. Puis si je vois que le client il est trop compliqué ou pas assez éduqué, je dis non. Et l'avantage de bosser avec, par exemple, Warner ou McLaren, bah McLaren, les mecs, ils avaient déjà bossé avec MPC ou des tas de grosses boîtes, et en fait, les mecs, ils connaissent juste trop bien ton métier, et il y avait notamment des mecs qui faisaient même du Octane chez McLaren. Donc en fait, ça s'est hyper bien passé, on s'est retrouvé par Skype, je lui ai partagé mon écran, on a changé des trucs en direct, et les mecs veulent un résultat, donc pareil, il en a rien à foutre que ça rentre vite, que ça rentre pas vite. C'est pas son argent de poche, donc ils ont les budgets, et puis tu livres un truc, ils sont contents, t'es payé, ils comprennent ton taf. Bon, après, t'as toujours cette guerre après pour se faire payer, ou la fois d'après, ils te demandent un truc, c'est la lune, et puis ils ont plus les mêmes budgets, bizarrement, ils essayent de grave baisser parce que t'étais sympa. Mais globalement, ouais, aujourd'hui, j'essaye de vraiment me renseigner sur le client et de savoir si ça me plaît. Prochain clip qu'on fait là avec Sylvain sera un mélange clip et perso. Je sais pas si vous connaissez l'artiste Pliny. Non.
Voilà, c'est un guitariste qu'on aime bien, en tout cas, moi ça fait un moment que je l'écoute. Et pour anecdote, quand on avait uploadé sur Instagram la fête de la science, plutôt que de réutiliser la voix off qui avait été mise dessus, j'avais mis du Pliny. Et en fait, le gars m'avait contacté en message perso, comme quoi Instagram ça marche. Et du coup, on avait parlé et on va se retrouver à faire son clip. Et ça, je trouve que c'est cool. Et c'est un projet qui aura de la visibilité. Tu vois, il a l'air d'avoir une certaine visibilité. On a négocié notre liberté artistique. Et là, je sais que c'est un projet où il va comprendre ce qu'on fait. Nous, on comprend ce qu'il fait. On a passé assez de temps pour comprendre son brief et ce qu'il voulait. On lui a fait comprendre notre flexibilité. Et je sais que il n'y aura pas trop de problèmes. Il y en a toujours sur de la prod. Il y a toujours des moments où il y a une divergence. Il y a toujours un moment où tu mets ton ego d'artiste et où tu essayes de dire non, c'est mon idée, ou cette idée sera mieux, ou mais attends, où tu essayes de défendre tes. Ça arrive toujours. Mais si de base tu es clair avec ton client, ben ça marchera bien. Et ça, c'est un conseil que je peux donner, c'est choisissez, choisissez vos clients. Si c'est pour gagner, si c'est pour gagner 1000 balles de plus à la fin du mois, tu vois, c'est génial, 1000 balles sur le papier, mais si c'est pour que tu sois stressé, que tu te couches avec la boule au ventre, que tu te lèves le matin et au lieu de te mettre dans ton logiciel, tu sais que tu en as pour 3-4 heures de gestion de clients. Puis t'as des clients, ils sont chiants, tu vois, t'es obligé de les gérer par mail, impossible de les appeler, impossible de les skyper. Donc tu perds une énergie et sur ton moral, ça t'impacte tellement que ça vaut pas le coup, quoi. Garder le métier pour l'instant est bien payé, donc économiser un peu de sous et gagner un peu de santé, c'est pas mal. Ok, Après, conseil de vie. c'est des conseils perso, ça dépend des mentalités. Ça se trouve, t'as des gens, ils sont pas réceptifs à ce genre de truc, et les embrouilles, ça les dérange pas, et puis, bah, je sais, ils peuvent produire, mais moi, je sais que c'est un truc, si j'ai quelque chose qui s'est mal passé avec un client, bah, j'aurais les boules, quoi. Je sais que ça va m'affecter sur mon moral dans la journée. Je sais que c'est quelque chose qui va me rendre moins productif, moins motivé, moins, moins heureux, par exemple. Donc, du coup, je fais toujours attention à ce genre de truc. Voilà, je sais pas si dans le chat vous avez des questions ou des trucs à dire. Euh, alors, il y en avait tout à l'heure. Quelqu'un qui te demandait si t'as jamais eu peur d'avoir un tarif trop cher. Ah ouais, j'avais pas vu toutes les questions. Oui, voilà, le chat là. En fait, j'ai fait l'erreur. Ouais, bah, on va faire la séance réponse aux questions. Du coup, je vais augmenter mon visage, hein, ce sera plus sympa. Ouais, je vais mettre comme ça. Euh, on te voit là ou on te voit pas? Non, on te voit pas. Là, on te voit. Hop, hop. Je vais mettre. Voilà, on va mettre Motion Designers Community. Voilà, je suis prêt pour la réponse aux questions. Dans les tarifs trop chers, si, bien sûr que si. Ça a été c'est la plus grosse question que tu te poses. Et même encore récemment, il y a un client qui est venu me démarcher pour 2 images copyrightées. Et puis c'est un client international. Et je lui ai donné un prix qui est cher, mais qui est pas cher. Et le gars m'a dit c'est trop cher. Et du coup, j'ai d'autres potes qui m'ont dit non, t'as bien fait, c'était le bon prix, il faut pas se laisser écraser. Et en fait, je pense que c'est une question qu'on se pose tout le temps. Il faut se la poser. Je pense que le jour où tu te la poses plus, c'est là où tu peux te faire avoir. C'est qu'on est dans un monde de concurrence et tu auras forcément des mecs plus talentueux que toi, de la nouvelle génération qui vont arriver, qui vont, euh, qui vont proposer la même chose que tu fais, des fois même mieux, pour moins cher. Donc après, c'est à toi toujours de savoir jongler avec ce truc, de s'adapter au client. Et moi, j'ai pas un prix où je dis au client, ouais, c'est 500 la journée ou c'est tant la journée. J'essaye toujours de cerner les besoins, de savoir combien de temps ça va me prendre, d'essayer d'être le plus malin. Par exemple, de me dire, bon, je vais dire que ça prend une journée alors que ça m'en prendra 4, mais au final, ça va peut-être m'en prendre 12 avec les retours clients. Du coup, si j'ai tout le temps peur d'avoir des prix trop chers, et par contre, un truc que je fais plus, c'est des prix trop bas. Je préfère avoir un prix trop cher et perdre un client
que vouloir prendre un boulot où je me dis que ça va m'apporter quelque chose. Et ça, les seules fois où je l'ai fait, à la fin, ouais, je me suis senti affecté en négatif, quoi. Genre, t'es pas content de l'argent que t'as gagné, le client est pas forcément content, et ouais, donc du coup, le prix, je dirais, c'est. Faut avoir le bon ressenti, faut avoir le bon feeling, et mieux vaut appliquer un prix trop cher et se faire refuser. C'est ma mentalité, hein, que bosser pour pas cher. À partir du moment où t'as ton client, attends, je parle de mon cas maintenant, quand t'as besoin de bouffer, là, t'as pas cette question à se poser. Au début, c'est vrai que je prenais des boulots de merde, des trucs corporate pour l'Union cycliste internationale ou des gifs pour le sport, des trucs nazes comme ça qui étaient payés de misère. Mais le boulot était misérable aussi, donc du coup, si tu bosses pour un truc nul, bah tu vas pas non plus demander si on te paye pour faire des gifs sportifs, tu vas pas demander le prix que tu ferais pour faire des cœurs mécaniques. Donc du coup, ouais, c'est vrai que c'est un jugement, c'est mon point de vue aujourd'hui, mais c'est vrai que dans le passé, peut-être qu'il aurait été un peu différent. Mais je pense que plus on évolue dans sa carrière, plus on sait ce dont on a envie et plus on sait s'adapter. Justement, t'as demandé combien d'heures t'avais passé sur ton projet pour McLaren, je crois. Ouais. J'ai pas compté. T'as pas compté? Ouais. Non. Donc, finalement, comme le projet t'a plu, t'as pas compté les heures et je pense que à ce moment-là, t'as une bonne relation avec ton client. Ouais, et la facture, c'est un truc qui te payait plus d'un mois et demi complet de travail. Enfin, c'était vraiment hyper bien payé. Et donc, du coup, comme on bossait dessus avec Sylvain, on s'est dit, tu vois, qu'on y passe, qu'on y passe 20 ou 150 heures, au final, à la fin, on sera quand même rentable, tellement c'était cool, tellement c'était bien payé. Donc, à partir du moment où tu as le budget que tu veux, juste tu bosses et t'es dans ta créativité et tu penses pas. Je calculais même pas en fait. Ok. Parce qu'il y avait cette réalité économique qui derrière, je sais que j'avais l'argent que je voulais pour finir mon mois et puis. Enfin, ou pour le commencer, hein. Enfin, j'avais l'argent que je voulais et donc j'ai bossé. Voilà. Ok. Et j'essaye de plus prendre les petits boulots chiants payés à la journée ou 2 jours pour faire ci, un jour pour faire ça. Ça, à la fin, c'est. En ce moment, ton planning, t'as pas toute la semaine de full par les projets. J'imagine que dans le mois, t'as des zones Ouais. un peu off. Ouais, bah là volontairement, j'ai pris un moment off. Là, ça fait depuis qu'on est revenu de Los Angeles en vacances, je suis à moitié en off. On va refaire un gros contrat pour un client. Et jusqu'à ce gros contrat, on s'est dit avec Sylvain qu'on n'allait pas reprendre de boulot pro. Euh, donc jusqu'à ce gros Ok. contrat. Puis il y a le clip de Pliny qui tombe là bientôt. Et donc on va bientôt reprendre le gros travail. Mais là, pendant un mois, j'ai pu continuer de me former, continuer de m'occuper de la communauté. Là, je m'occupe du prochain événement. On cherche des lieux, on fait faire plusieurs devis, enfin, on fait toute la phase commerciale. Et donc, du coup, ouais, quand j'ai pas de boulot, ça peut être volontairement, hein, moi qui choisis de pas avoir de boulot, bah, je vais prendre du temps pour me former, pour développer la communauté, pour apprendre des nouveaux logiciels et pour profiter un peu des choses de la vie. Voilà, on est parti en vacances, là je prends un peu plus de temps pour m'organiser sur divers trucs. J'essaye de recontacter plus de personnes pour refaire un peu plus d'activités ou d'interviews sur la chaîne. Voilà, donc quand j'ai pas de boulot, comme je disais, dans la mentalité au début, ça fait avancer. De toute manière, ça fera avancer la communauté, ça fera avancer ma chaise prod, ça fera avancer mon image, ça fera avancer mes connaissances. Donc ça reste du travail, mais c'est pas du travail pour un client. Mais Ok. je sais que ça me sera bénéfique forcément à la fin. Donc si c'est un conseil que vous voulez prendre, ben voilà, tous ceux qui se posent la question, ouais, quand j'ai pas de travail en freelance, qu'est-ce que je fais? Bah, profites-en justement pour apprendre un nouveau logiciel ou de nouvelles choses. C'est justement une opportunité parce qu'après, très rapidement, c'est un marché où il y a plus de demandes que d'offres. Très rapidement, on peut se retrouver avec une carrière où on sort jamais la tête de l'eau.
Et en fait, pas avoir de boulot, c'est aussi une chance de pouvoir se former, parce qu'après, bah, tu prends du niveau, donc tu vas pouvoir prétendre à des meilleures choses. Ok. Bon, je vais regarder un peu dans les questions ce qui manque, mais je pense qu'on a fait le tour, parce qu'après, c'est des questions auxquelles tu as répondu Ah ouais, ok. pendant le truc. Donc ouais, ça fait pas peur d'avoir un T horaire élevé. Ah ouais, c'était toi, du coup, admin, live up admin. Non, c'est pas moi. D'accord, mais il y a Live Up Admin qui a demandé ça fait pas peur Je sais d'avoir pas. un T horaire élevé. Bon, en fait, le T horaire élevé, il fera peur aux clients qui n'ont pas le budget et si t'as pas les compétences derrière. Aujourd'hui, avec Sylvain, on a quand même, on va dire, une image et pas mal de clients. Je veux dire, quand tu as commencé à bosser pour des grosses marques, Bouygues, Warner, la Fête de la Science, les transports publics de Genève, tous ces trucs-là, si tu viens proposer un tarif élevé, les gens vont pas trouver ça louche parce que tarif élevé, c'est que tu es professionnel. Au final, par exemple, si moi je prends 600 euros la journée et qu'un mec va prendre 300 euros la journée, bah ça reste logique parce qu'au final, si j'ai un niveau de performance qui est deux fois plus élevé que ce gars-là, au final, je vais faire deux journées que ce gars-là va faire. Enfin, je vais faire en une journée ce que ce gars-là aurait fait en deux journées. Donc après, une fois que ton client, il sait à quelle vitesse tu travailles, quel genre de boulot, pour qui t'as bossé et tout, c'est c'est pas déconnant d'avoir un tarif élevé. Après, les gros projets, combien de temps à rendre sur la config? Généralement, pour un, pour un boulot, on essaye de pas dépasser 3-4 minutes la frame. Sur ma config perso, en tout cas. Après, des fois, on peut faire appel à des render farm ou des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup? On va voir. En open space, il y a toujours un collègue pour venir nous chercher pour la pause café. Ouais, moi je me connais, je serais le. Je pense vraiment que tout seul je suis bien et je suis concentré. Et je pense qu'en open space, je me demande même si je serais pas l'élément perturbateur. Parce que j'aurais toujours envie de montrer un truc à quelqu'un, j'aurais toujours envie de mêler des affaires des autres ou de raconter ou de montrer des conneries. Et je pense que le danger de l'open space, il serait pour moi et pour les autres. Donc du coup, j'aime bien j'aime bien bosser tout seul. Voilà. Ok. Attends, je Bon, continue. bah, je pense qu'on est bon, hein. Voilà, voilà. Et puis, bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur la communauté. Voilà, vous pouvez rejoindre les groupes Facebook. Voilà, Motion Designers Community. Il y a aussi les Discord. Et il y a la chaîne YouTube où il y a quelques vidéos. Putain, il y a toujours ma tête en gros. Je montrais des trucs, mais voilà. Hop. Voilà, voilà. Bah, merci, merci à toutes les personnes qui étaient là. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura appris des trucs. Et puis bravo à Mathieu pour ce beau projet de Live Up. Tu peux remercier aussi toute l'équipe qui est derrière, qui a développé le truc, qui n'a pas crash pendant une heure, c'est plutôt pas mal. Bravo, bravo à toute l'équipe qui a réussi à monter un projet sérieux. J'espère que vous aurez votre diplôme et un gros boulot et quatre cartes graphiques et un jardin. Parfait. Bon, Voilà, voilà. tu, tu peux arrêter le live sur l'application et normalement ça va mettre fin au stream. Ça marche. Salut tout le monde.